trop loin de ce micro parce que c'est plus calme. Il faut que je parle là. Oui, c'est ça. D'accord, il faut que je m'asseye. Ça serait l'idéal. Oui. Le métro. Oui, vous avez bravé le métro. Hein, il marchait pour finir. Je regarde par là. J'envoie un petit message et puis je Oui, suis je vous en disponible. Il ne marche pas, mais c'est pas grave, je vais parler comme ça. Si ça marche. Ce micro-là, non. Parce que c'est les deux micros marchent. Il faut que ce soit vert. Vert, hein, c'est ça, oui. Oui. Peut-être que c'est pas assez fort. Mais je peux parler comme ça, on n'est pas très nombreux. Donc Ça veut dire qu'on va faire un peu plus fort. j'ai une voix qui porte. Il n'y a pas de problème. Non mais Oui, oui. Mais oui. On va attendre 2-3 minutes encore. ça va. Oui. Je vais parler ici. Oui. Est-ce qu'il faut essayer de le déplacer en face de Philippe Oui, quand j'aurai terminé, je m'en vais et je le déplace en face. On déplacera l'enregistreur pour le mettre en face de Philippe. Voilà. C'est parti. Bonjour. Tu n'étais pas venu m'écouter sur le même sujet une fois, non? Mettez-vous là, Oui. Jacques. Je l'ai fait. Mais au fond, pour voir si on m'entend bien. Ah oui, bien Donc sûr. c'était sur un autre sujet, d'accord. Une. Nous allons peut-être commencer. Oui. Eh bien, l'amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest est très heureuse de recevoir ici ce soir Philippe Boukhara. Philippe Boukhara est historien, il travaille au Mémorial de la Shoah et nous l'avions déjà reçu en 2021. Vous étiez venu nous parler, nous faire une synthèse sur 2000 ans de judaïsme en France. C'était un zoom d'ailleurs, puisque nous étions au moment du confinement. Et vous nous aviez dit que, contrairement à ce que beaucoup croient, la présence des Juifs en France, enfin ce qui est devenu la France, est très ancienne, qu'il y avait des Juifs en Gaule, qu'au Moyen-Âge, s'ils avaient été expulsés, c'est qu'ils devaient tout de même être relativement nombreux. Puis vous nous aviez rappelé qu'ils étaient citoyens français depuis 200 ans, qu'ils avaient toujours aimé la France, qu'ils l'avaient défendue, et que la France en hébreu, c'était Tsarfat. C'est bien ça. Alors ce soir, nous allons parler d'un tout autre sujet, et vous nous avez proposé, Justin Godard, un cas exceptionnel dans l'histoire de la Troisième République. Quand vous m'avez proposé l'histoire de ce Juste, je dois dire que j'ai été un peu étonnée. Mais mon étonnement n'était que le fruit de mon ignorance, parce que j'ignorais totalement qui était Justin Godard. Je n'étais peut-être pas la seule dans la salle d'ailleurs à être ignorant à ce sujet. Et bien entendu, j'ai accepté. Nous avons accepté, et nous avons accepté d'autant plus que il y a 2 mois, la revue de l'amitié judéo-chrétienne de ce qui s'appelle Sens a publié un numéro intitulé « Les justes parmi les nations ». Et dans ce numéro, il y a un article de Patrick Cabanel, qui est le spécialiste en France de l'histoire du protestantisme, qui est professeur à l'École des hautes études, qui nous rappelle ce que nous savons à peu près tous, c'est-à-dire que la distinction de juste a été créée juste au lendemain de la création de l'État d'Israël, en 1953, qu'elle récompense, qu'elle honore toute personne non juive qui a pris des risques pour sauver un juif pendant la guerre. Mais dans cet article, Patrick Cabanel dit quelque chose qui a quand même attiré mon attention et que je n'avais pas du tout mesuré.
Il a beaucoup travaillé sur les justes, il a travaillé environ sur 3000 cas de justes, et il nous dit les justes ont finalement une caractéristique essentielle, c'est qu'il n'y a pratiquement rien à dire sur eux, en dehors du fait qu'ils ont sauvé un juif. C'est véritablement des destins complètement anonymes. Et il nous dit, j'ai pensé à un moment faire un dictionnaire autobiographique des justes. Et puis j'ai renoncé. J'y renoncé parce que finalement, je n'aurais pas pu nourrir mon dictionnaire, parce qu'il n'y avait pratiquement rien à dire. C'était des paysans, c'était des artisans, des commerçants, des prêtres, des enseignants. Mais s'ils n'avaient pas sauvé un juif, jamais leur nom n'aurait été connu. Ils seraient restés des oubliés, des ignorés de l'histoire. Et c'est là que j'ai mesuré qu'effectivement, le cas de Justin Godard était un cas tout à fait exceptionnel, parce que lui fait quand même partie, après je me suis un peu renseignée sur Wikipédia, fait quand même partie de la classe politique sous la Troisième République. Il a été député, il a été sénateur, il a été ministre, il a été maire de Lyon. Donc lui, ce n'était pas du tout un anonyme. Alors, Philippe Boukhara, comment expliquer que Justin Godard ait été parmi la classe politique un cas exceptionnel? Est-ce qu'il y a eu d'autres députés, d'autres sénateurs qui sont justes parmi les nations? Et à votre avis, est-ce que le fait qu'il ait été protestant explique? Il n'a pas été protestant. Il n'a pas été protestant. Ah bon, alors je fais une erreur. Il n'a pas été protestant. Première erreur que vous allez rectifier. Le fait qu'il a peut-être eu une épouse exceptionnelle, puisque j'ai appris qu'il a été juste en même temps que son épouse. Est-ce que le fait qu'il ait été de milieu modeste et joué un rôle, enfin, quels sont les différents facteurs qui expliquent qu'il forme incontestablement, sous la Troisième République, un cas exceptionnel? Je profite de cette courte introduction pour vous remercier chaleureusement d'avoir bien voulu accepter notre invitation, d'autant que je crois que vous êtes un peu et pas mal grippés et qu'il y a certains quand même problèmes de transport en commun. C'est encore plus gentil de votre part d'avoir bien voulu nous rejoindre ce soir. À vous. Bon. Merci de votre introduction et bonjour à tout le monde. Effectivement, ce que je vous ai dit quand on a pris rendez-vous pour ce soir, c'est qu'il faut essayer dans la communication que nous faisons avec le public de ne pas avoir peur d'aborder de temps en temps des sujets surprenants, c'est-à-dire des sujets dont les gens n'ont jamais entendu parler, vous voyez, c'est-à-dire que si on ne parle que des gens dont tout le monde a déjà entendu parler, on passe à côté justement de certains profils qu'on pourrait caractérisé par le désintéressement, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est un petit peu le sens de ce que vous avez dit. Il y a des gens qui recherchent la publicité et d'autres qui ne la recherchent pas. Donc il faut éviter de donner une prime à ceux qui recherchent la publicité sur leur nom, sur leurs actions. Alors peut-être que j'aborderai ça à la fin. C'est une question qu'on travaille beaucoup chez les historiens, la question de la mémoire, c'est-à-dire... qu'est-ce qui fait que la collectivité se souvient ou non de certaines personnes, de certains sujets? Vous voyez, les historiens essaient d'avoir une approche scientifique des choses, mais ils doivent tenir compte d'un certain nombre de préjugés positifs ou négatifs qui existent dans le public et qui peuvent faire écran au travail des historiens qui se veut scientifique. Alors en tout cas... je vais commencer donc effectivement par cette médaille des Justes, puisque j'ai eu l'honneur d'être mêlé à la fois à la remise de la médaille des Justes et même à la procédure auprès de Yad Vashem qui fait qu'on a demandé et obtenu une médaille des Justes de la part de Yad Vashem. Hein. C'était au début des années 2000, donc ça a pris un petit moment de faire la démarche et d'obtenir les résultats. Et il y a eu une cérémonie qui s'est passée au Conseil économique et social. Aujourd'hui, on a ajouté l'adjectif environnemental, vous savez, mais il n'y avait pas encore cet adjectif. Et pourquoi d'ailleurs au Conseil économique et social? Tout simplement parce que c'est Justin Godard qui a créé le Conseil économique et social. Et donc, il paraissait logique que le palais d'Iéna nous accueille. D'ailleurs, ils n'ont pas offert le pot de l'amitié comme on fait dans ces cas-là. Il a fallu qu'on l'organise nous-mêmes. Mais donc, on a eu une cérémonie et il y a eu un article dans le journal Le Monde. Il y a eu pas mal de couvertures de presse autour de cette remise de médaille des Justes.
à titre posthume, puisque donc, je vous signale que Justin Godard est né en 1871 et qu'il est mort en 1956. Donc c'est 35 ans après sa mort qu'on a, que je compte bien, 45 ans après sa mort qu'on lui a remis la médaille des Justes. Alors il y a eu à peu près au même moment, il y a eu un grand colloque d'histoire autour de lui qui s'est tenu au Sénat, organisé d'ailleurs, parrainé par l'OSE. Hein. Certains d'entre vous connaissent l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, qui est une œuvre sociale juive importante. Et il se trouve qu'il a été président de l'OSE pendant de longues années. Donc c'est eux qui ont parrainé ce colloque d'histoire. Et les actes de ce colloque sont parus aux éditions du CNRS. Vous voyez, Justin Godard, un homme dans son siècle, sous la direction d'Annette Vieviorca. Moi, j'ai fait un article là-dedans sur l'engagement sioniste de Justin Godard. Je vais vous en parler en détail. Mais en fait, il y a tellement de choses à raconter sur lui que je vais commencer par vous parler de lui dans ses rapports avec les Juifs, puisque c'est ça qui explique la médaille des Justes. Et déjà, en soi, ça peut faire une conférence, mais après, il y aura de quoi faire une deuxième conférence sur le foisonnement de ses activités dans des quantités de domaines très étonnantes, qui fait que c'est un personnage qui n'est pas banal, quoi. Alors, pourquoi médaille des Justes? Vous savez techniquement parlant, la médaille des Justes suppose que des personnes individuels qui ont été aidés demandent la médaille pour ceux qui les ont aidés. Ça peut pas être... c'est jamais ceux qui méritent la médaille qui la demandent, c'est ceux qui ont été aidés, qui disent cette personne-là mérite une médaille. Et il se trouve que le neveu de Justin Godard, qui s'appelait François Bilange, qui est décédé aujourd'hui, qui s'est donné beaucoup de mal pour qu'on parle de son oncle, il avait beaucoup d'admiration pour son oncle, a réussi à retrouver une dame qui donc en l'an 2000 avait à peu près 80 ans, mais elle était adolescente quand elle a été hébergée par Justin Godard en 1944. Vous voyez, elle et sa famille étaient menacées d'arrestation à Lyon, et il y a eu une chaîne de solidarité qui l'a aidé à s'exfiltrer de Lyon, et on lui a dit, en fait, au bout de la chaîne, il y avait Justin Godard qui a hébergé cette femme, cette adolescente, chez lui, dans le village de Pommiers, en Beaujolais. Il avait une petite maison à la campagne, dans le Beaujolais, à Pommiers. Et donc, il a hébergé cette dame. Et on avait quelqu'un de vivant qui a pu attester, vous voyez, qu'elle avait été aidée par Justin Godard. Donc, ça a aidé à accélérer un petit peu la procédure, vous savez, pour avoir cette médaille. Et on avait aussi deux juifs connus, mais qui étaient morts depuis longtemps, qui avaient indiqué qu'ils avaient été hébergés par Justin Godard sous l'occupation. Un qui s'appelle Louis Hacher, dont je vais vous parler dans un instant, et qui a été carrément donc, hébergé assez longuement sous l'occupation. Et puis Pierre Paraf, qui par la suite a été président du MRAP, enfin c'était un homme de lettres assez connu, qui était un résistant actif, et qui a été aussi hébergé par Justin Godard, dans la mesure où ils ont ensemble rédigé un journal clandestin qui s'appelait Le Patriote, qui est un journal important de la clandestinité. Donc ça a permis donc de lui attribuer cette médaille des Justes. Et alors pourquoi, en dehors du fait d'avoir hébergé ces personnes, en fait, vous savez, à Yad Vashem, il y a une commission qui attribue les médailles, et dans les commissions, il y a toujours une personne qui est spécialiste du pays dont il est question, qui connaît la langue, qui connaît l'histoire du pays, qui est la plus apte à évaluer le dossier. Et là, donc, j'ai eu affaire à l'époque à Lucien Lazare, qui est toujours vivant, mais qui ne peut plus trop s'occuper de ces dossiers. À l'époque, c'était lui l'expert sur la France. Et il m'a dit, bien sûr, on aurait dû y penser avant. C'est-à-dire que Justin Godard a eu un rôle tellement actif sous l'occupation pour aider la communauté juive à l'échelle de toute la communauté, et pas simplement à l'échelle de quelques individus, que, en fait, vous savez, quand vous aidez une collectivité à une grande échelle, les individus ne pensent pas à vous remercier. Vous voyez, en fait, pour résumer les choses, dans son jardin, dans le jardin de sa maison de Pommiers, avec son épouse qui s'appelait Louise Godard, et c'est pour ça qu'on lui a attribué à elle aussi la médaille, dans leur jardin, ils ont tout simplement caché le trésor de guerre de la résistance juive, c'est-à-dire les fonds secrets qui ont permis de financer les réseaux de sauvetage de vies humaines organisés par la résistance juive. Vous voyez, je vais expliquer ça un petit peu plus en détail, mais les réseaux de sauvetage avaient de l'argent qui était placé légalement dans un compte en banque, mais à un moment donné, il y a eu une grave menace de spoliation de tous les comptes en banque appartenant à des juifs, et donc ils ont sorti l'argent, et il fallait le mettre quelque part. Ils l'ont caché dans le jardin de Justin Godard, où les responsables de la résistance juive venaient puiser l'argent quand ils en avaient besoin. Et donc Madame Louise Godard était au courant,
Donc elle n'a pas eu un rôle actif, mais elle savait que dans son jardin, c'était caché. Et ça justifie, vous voyez, qu'elle soit associée à la médaille de son mari. Donc voilà, et ça veut dire qu'avec cet argent, il y a eu, si je ne me trompe pas, je ne sais plus si c'est 12 millions de francs ou 12 millions de dollars de l'époque, il faudrait vérifier. C'était un chiffre très important. Pourquoi en dollars? Parce que justement, je vais expliquer qu'il y a un lien avec les États-Unis. Hein. Et donc il y a eu vraiment un trésor de guerre très important qui a permis de sauver des milliers de vies humaines, vous voyez, et pas simplement quelques individus hébergés à Pommier. Alors, en fait, donc Justin Godard, pendant toute sa vie, pendant toute sa longue vie, était un homme non conformiste qui a fait de la politique comme un moyen de servir des causes nobles et jamais comme une fin en soi. Vous savez, la plupart du temps, les hommes politiques cherchent à conquérir le pouvoir et une fois qu'ils l'ont, ils cherchent à le garder le plus longtemps possible. C'est le mécanisme classique du comportement de tous les hommes politiques pratiquement. Et en principe, une fois qu'ils ont le pouvoir en main, ils sont censés servir des idéaux nobles, aussi bien de gauche que de droite, mais en réalité, il est très rare qu'ils y pensent vraiment, parce qu'ils sont tellement occupés soit à le conquérir, soit à le garder, ce pouvoir, qu'il est rare qu'ils s'occupent réellement de servir les idéaux pour lesquels ils ont été en principe désignés. Or lui, justement, pendant toute sa vie, il a considéré que les postes, les fonctions politiques qu'il exerçait, et je vais les résumer, je vous ai dit, en fait, pour être clair, je vais parler d'abord de son rapport avec les Juifs, puis seulement après de toute sa carrière politique qui est très riche. Mais donc il a exercé des postes importants pour rendre des services à des causes qu'il considérait comme nobles. Alors les causes étaient multiples, vous verrez qu'il y a vraiment de quoi en parler longuement, mais il s'est intéressé donc dans la société française à toutes les catégories humaines, les catégories sociales qui avaient besoin d'être aidées, c'est-à-dire qui souffraient d'une certaine situation injuste ou inégale. Et il s'intéressait aussi à tous les peuples malheureux de la planète. Quand un peuple avait besoin d'être aidé, vous voyez, philosophiquement parlant, on pourrait dire qu'il y a un sens de la justice à l'intérieur de la société et un sens de la justice à l'échelle du globe. À l'échelle du globe, il y a une sorte d'harmonie entre introduire de l'équité dans la société et introduire de l'équité dans les rapports entre les peuples. Donc les peuples malheureux, il fallait les aider. Ce qui fait que quand il a compris que les Juifs étaient un peuple malheureux, et ça se situe aux environs de 1915-1916, jusqu'à la fin de ses jours, donc vous voyez 40 ans plus tard, il a déployé une énergie pour aider les Juifs incroyable, mais je peux le dire quand même tout de suite, il a aidé les Arméniens. Il n'y a pas besoin d'expliquer en quoi les Arméniens avaient besoin d'être aidés, vous voyez, à l'époque du génocide et après le génocide. Il a aidé beaucoup les Vietnamiens, ça j'en reparlerai un petit peu, et il a aidé beaucoup les Albanais. Quand vous allez à Tirana, la capitale de l'Albanie, il y a une avenue, un boulevard ou une avenue, je ne sais plus, qui porte le nom de Justin Godard, parce qu'il a rédigé la constitution de l'Albanie indépendante à la fin de la Première Guerre mondiale, je crois. Bon. Donc voilà, c'est en tant que il avait le souci donc de la justice envers les peuples opprimés, qui s'est senti concerné par l'aide aux Juifs. Alors, il n'était pas protestant, il n'était pas non plus catholique. Il est difficile de le caractériser sur le plan philosophique. C'était une sorte de libre penseur, mais au sens littéral du terme. Vous voyez, quelqu'un qui avait une pensée libre. Il avait une certaine spiritualité sans fréquenter aucune église. Il n'était pas franc-maçon non plus. Donc, c'est pour ça que c'est difficile à mettre dans une catégorie bien habituelle. Mais alors, pour terminer sur mon introduction, vous voyez... je connais bien le domaine de la question des Juifs parmi les nations en France, hein, et en France et en dehors de la France. Il m'arrive souvent au mémorial de la Shoah de faire des formations là-dessus. Et il n'y a pratiquement pas d'homme politique professionnel qui ait la médaille des justes. C'est-à-dire qu'il y a quelques cas de gens qui vont devenir des hommes politiques professionnels après. Enfin, si le seul cas que je connaisse, quelqu'un qui est déjà un homme politique professionnel pendant la guerre, c'est Paul Ramadier, qui a été président du Conseil en 1947. Et Paul Ramadier, qui était socialiste, a hébergé chez lui des membres juifs du Parti socialiste qui étaient ses amis. Et voilà, il a eu le mérite de les avoir hébergés chez lui sous l'occupation, notamment Henri Lévy-Bruhl, le fils du grand ethnologue Lucien Lévy-Bruhl. Hein. Mais donc je pense que Paul Ramadier est pratiquement le seul cas. J'ai repéré des gens qui sont devenus des hommes politiques après la guerre, mais il n'était pas encore pendant la guerre, vous voyez. Alors Justin Godard, en fait, était plus connu que Paul Ramadier avant la guerre. Donc
il y a une contradiction, vous voyez, entre la mentalité des hommes politiques qui est de s'occuper d'eux-mêmes et de leur propre carrière, de leurs propres intérêts, avec le côté désintéressé, la générosité gratuite, vous voyez. C'est exactement ce que vous avez dit, la gratuité de l'acte qui consiste à aider les Juifs en détresse sous l'occupation, alors qu'on n'a rien à y gagner, on a tout à y perdre, vous voyez, on n'a que des risques à prendre et aucun bénéfice à en tirer. Donc c'est en cela que cette exception doit nous intéresser aujourd'hui, vous voyez. Par exemple, l'épouse de Paul Reynaud a eu la médaille des Justes, si je ne me trompe pas. Vous voyez, Paul Reynaud, le dernier président du Conseil avant la défaite de la France, mais lui, Paul Reynaud n'a rien fait, c'est son épouse, d'ailleurs dont il était d'ailleurs séparé, il y a toute une histoire rocambolesque où il s'est enfui avec sa maîtresse en 1940, hein, mais donc son épouse a eu la médaille, de même que l'épouse d'André Philippe, un autre homme politique socialiste, a eu la médaille, mais lui, il n'était pas là, lui, il était parti à Londres, et c'est elle qui est restée en France et qui a joué un rôle, alors là, chez les protestants, pour le coup, très intéressant. Donc ça, c'était mon préambule, vous voyez, pour vous situer en quoi le personnage doit nous intéresser. En 1900, je vous ai dit qu'en 1915-1916, il découvre les problèmes spécifiques des Juifs sous l'influence de deux frères qui s'appellent Louis et Joseph Ascher. Louis et Joseph Ascher sont des Juifs néerlandais qui sont des gens importants dans l'industrie du diamant. On parle beaucoup aujourd'hui du diamant à Anvers, mais il y avait le diamant à Amsterdam au début du XXe siècle. Et il y avait pas mal de Juifs, aussi bien du côté des patrons que des ouvriers dans l'industrie du diamant à Amsterdam. Donc eux, c'était des grands patrons de l'industrie du diamant qui s'étaient installés à Paris. Et ils viennent voir Justin Godard. J'aurais dû peut-être dire aussi dans mon introduction, pour éviter les malentendus, que Godard s'écrit avec un T et pas avec un D. Hein. C'est une faute d'orthographe que tout le monde fait, de le confondre avec Jean-Luc Godard. Vous voyez, Jean-Luc Godard est un anti-sioniste furieux et Justin Godard est un pro-sioniste furieux, donc malentendu complet. Donc les frères Ascher sont des industriels du diamant. Ils viennent voir Justin Godard parce que en 1915, il est sous-secrétaire d'État à la santé militaire. Vous voyez, vous vous rendez bien compte que la Première Guerre mondiale a eu un coût humain immense en vie humaine, un coût des centaines de milliers de morts et des centaines de milliers de blessés. Et c'est justement Justin Godard qui, pendant plus de 2 ans, je crois que ça a duré, pendant 3 ans, de 1915 à 1918, a eu à gérer cette tâche énorme d'assurer dans les meilleures conditions possibles, vous voyez, l'accueil des blessés et la prise en charge des blessés. Et eux qui sont des Néerlandais, donc d'un pays neutre qui n'est pas engagé dans la belligérance, veulent remercier la France, le pays dans lequel ils vivent depuis longtemps, veulent aider la France en disant « Nous proposons de créer des ateliers pour des blessés de guerre, des ateliers adaptés à leur handicap. On va leur proposer un travail dans des conditions qui sont compatibles avec leur handicap et ce sera notre manière de rendre service à la France. » Et donc évidemment Godard est intéressé, mais il se trouve qu'eux sont très impliqués dans les œuvres sociales juives en France et dans le sionisme. Ils sont déjà convaincus de la cause sioniste. Alors, vous savez, 1915-1916, le sionisme était encore dans la phase ascendante, mais il était loin d'avoir atteint un niveau important de mobilisation. Vous savez, le mouvement sioniste... on est moins de 20 ans après que Théodore Herzl ait créé l'organisation sioniste sur le plan international, mais ça reste un mouvement un peu pionnier, là encore un mouvement non conformiste. Il n'y a pas l'adhésion majoritaire des Juifs au sionisme à l'époque. Or, eux, ils en font partie de la cause sioniste, et ils ont sensibilisé Godard non seulement au fait qu'il y avait des œuvres sociales juives, et ça c'était sa spécialité, les œuvres sociales, vous voyez, je vous développerai ce point après. C'était un grand expert de tout ce qui concerne les œuvres sociales. Mais aussi, ce que je vous ai dit, c'est non seulement la justice à l'intérieur de la société, mais aussi, sur le plan international, il a admis l'idée que le sionisme était une manière d'introduire, de faire justice, de rendre justice aux Juifs. C'est-à-dire, en fait, de proposer une solution à long terme aux Juifs. Pas simplement aider des Juifs malheureux en leur donnant des secours d'urgence après un pogrom, vous voyez. Pas simplement les soigner, les malades... ou les Juifs blessés quand ils ont été attaqués, mais une solution constructive à long terme. C'est-à-dire qu'avoir en fait une patrie pour les Juifs, tout simplement. C'est ça le sionisme. Et donc il y a une complémentarité, vous voyez, entre le travail social et d'urgence et un projet politique à long terme qui est le sionisme. Et on va voir d'ailleurs que
dans sa vision du sionisme, il est clair qu'il y a il doit y avoir une cohabitation avec le monde arabe. Il n'est pas du tout antagoniste du monde arabe. Vous voyez, aujourd'hui, en 2023, il y a de tels préjugés négatifs sur le sionisme que si on prononce le mot sioniste, tout le monde croit qu'on veut tuer tous les Arabes, ce qui est absurde. Il était clair pour lui, il a toujours été clair pour lui qu'il fallait rechercher des solutions constructives, y compris avec les voisins arabes qui habitent le Proche-Orient. Donc, à partir de là, il a commencé à fréquenter des réunions publiques sionistes où on cherchait à avoir des orateurs non juifs qui allaient prendre la parole, vous voyez, pour soutenir cette cause. Hein. C'est l'époque, vous savez, de la déclaration Balfour, publiée par l'Angleterre, mais la France, qui essaie de suivre l'Angleterre dans le même sillage, la France essaie de ne pas être complètement mise sur la touche au Proche-Orient. Donc la France va aller en Syrie et au Liban, mais il y a une espèce de campagne de... En fait, c'est là que Justin Godard va s'illustrer. Il y a une sorte de campagne diplomatique. Le sionisme veut avoir de bonnes relations avec la France. Ils ne veulent pas se contenter de l'Angleterre comme partenaire, mais ils veulent que la France, qui va avoir la tutelle sur la Syrie et le Liban, soit aussi un pays amical et favorable. Ça va contribuer à un contexte, vous voyez, favorable pour que le sionisme puisse se développer. Et donc, en fait, je continue sur cet axe du sionisme, et après je vous parlerai de ses rapports avec les Juifs dans des tas d'autres domaines que le sionisme. Mais ça va l'amener en 1925 à créer, fin 1924, début 1925, à créer une association qui s'appelle France-Palestine. Alors c'est un peu ironique parce qu'aujourd'hui, France-Palestine, c'est le lobby pro-palestinien et anti-israélien, mais à l'époque, c'était justement le lobby pro-sioniste qui s'est intitulé France-Palestine. Il en est le président, et il a été introduit là, non seulement donc par les frères Joseph et Louis Acher, dont je vous ai parlé, mais par son chef de cabinet. Alors, à cette date-là, fin 1924, début 1925, Justin Godard est ministre de la Santé. Ministre de la Santé du gouvernement d'Édouard Herriot, hein, gouvernement de centre-gauche d'Édouard Herriot. Il a un chef de cabinet qui s'appelle Georges Lévy-Bauer, donc qui est juif, et qui s'avère être l'ami du délégué que l'organisation sioniste sur le plan mondial a mandaté pour les contacts avec la France. Ce délégué s'appelle Victor Jacobson, c'est un intellectuel juif russe très raffiné, très sophistiqué, qui habite Paris, qui est très à l'aise dans les milieux intellectuels et artistiques français. Et Victor Jacobson a été très efficace pour faire des amis pour la cause sioniste. Et donc, par l'intermédiaire de Georges Lévy-Bauer, il va convaincre Justin Godard d'être le président. Alors après, ils vont faire un comité de parrainage avec des tas de noms prestigieux, des présidents de la République, anciens présidents de la République, anciens présidents du Conseil. Vous voyez, il y a toute une liste. Mais en fait, ce qui est intéressant dans le cas de Justin Godard, c'est que il a été président d'honneur d'énormément d'associations juives, mais pour lui, président d'honneur, ça voulait dire président très actif. En général, quand on est président d'honneur, ça veut dire qu'on ne fait rien. On donne son nom une fois, et puis ça figure sur une en-tête, vous savez, du papier à lettres, et puis c'est tout. Or lui, quand il était président d'honneur, en fait, il en faisait plus que les présidents et les secrétaires réunis. Donc France-Palestine a un comité de parrainage prestigieux, mais en fait, c'est lui qui fait le travail, avec Victor Jacobson, l'émissaire, enfin le délégué officiel de l'organisation sioniste, à la fois auprès de la France et auprès de la SDN, vous savez, la Société des Nations basée à Genève, hein, qui était à l'époque un grand espoir d'introduire plus d'harmonie, justement, plus de paix et d'harmonie dans le monde. Et à partir de là, alors... il va faire 3 voyages en Palestine. Premier voyage en 1929, deuxième voyage en 1934, et le troisième après la création de l'État d'Israël en 1951. À chaque fois qu'il fait ses voyages, il revient et il fait des discours et des articles nombreux pour expliquer ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Mais il va aussi devenir président d'honneur d'une organisation sioniste importante qui s'appelle le KKL. Je ne sais pas si tout le monde d'ici en a entendu parler. Le KKL, en hébreu, Keren Kayemet l'Israël, c'est un organisme qui aujourd'hui s'occupe surtout de planter des arbres en Israël, des forêts, des bosquets, un peu partout. Au départ, c'était plutôt un organisme qui achetait des terres. Hein. Jusqu'à 1948, toutes les terres que les Juifs ont cultivées ont été achetées très cher, en partie par des philanthropes juifs et en partie par le KKL.
Et donc le président d'honneur du KKL en France, c'est Justin Godard. Ce qui veut dire qu'il va être amené à faire des tas de conférences, des tas d'articles pour expliquer aux juifs français qu'ils doivent donner de l'argent pour acheter des terres. Alors, en fait, c'est assez curieux. Les juifs de France étaient tellement, entre guillemets, assimilés à la société française. Je parle de tous les juifs de France, aussi bien ceux qui étaient d'origine française, comme les Alsaciens et les Lorrains, que ceux qui venaient d'arriver d'Europe de l'Est. Ils étaient tellement enthousiastes pour la France qu'ils étaient enclins à oublier un petit peu la solidarité avec les juifs malheureux. Vous voyez, quand ils avaient quitté la Pologne, où ils étaient malheureux, ils étaient tellement contents de vivre en France qu'il fallait toujours les pousser à ne pas oublier les autres, les juifs malheureux. Vous voyez, il y avait le bonheur d'être en France et il ne fallait pas oublier le malheur des autres juifs dans certains pays. Or, on avait besoin de personnalités non juives pour pousser les juifs à ne pas oublier cette solidarité. Et c'est ce qui s'est passé avec Justin Godard. Vous voyez, pendant des décennies, il avait ce rôle de secouer un petit peu les juifs français trop, entre guillemets, assimilés, pour les rappeler à leurs devoirs par rapport aux autres juifs. Et il y avait un autre Lyonnais intéressant qui s'appelait Aimé Pallière. Aimé Pallière était un intellectuel catholique qui a failli devenir prêtre catholique. Et puis, le hasard de la ville lui a fait pousser la porte d'une synagogue à Lyon. Je crois que c'est la synagogue du Ketil-Site pour le soir de Kippour, le premier soir de Kippour. Et il a été très touché par la vibration de la prière juive du Kol Nidré. Et ça a changé sa vie. Il s'est senti une vocation d'aller vers le judaïsme. Et il y a un grand maître du judaïsme qui s'appelait Elie Ben Amozeg, lui a dit « Je vous conseille non pas de vous convertir au judaïsme, mais de servir de médiateur entre nos deux religions pour changer la nature des rapports. » Et Aimé Pallière, comme Justin Godard, était un militant actif du KKL, vous voyez, pour aller pousser les Juifs de France à aller donner de l'argent pour aller acheter des terres et des arbres en Israël, enfin en Palestine. Mais il a fait moins que Justin Godard, il a fait moins de choses et il est moins intéressant, il est intéressant à un autre niveau. Alors, donc Godard est président du KKL, et puis ça va continuer à... Alors, qu'est-ce que fait France-Palestine? En fait, France-Palestine joue le rôle d'une sorte de consulat non officiel de l'État d'Israël qui n'existe pas encore, vous voyez. C'est-à-dire que le mouvement sioniste était un mouvement très constructif qui, bien en amont de la création de l'État d'Israël, avait déjà créé les bases d'un État avec des tas de structures spécialisées qui remplissaient les mêmes fonctions que plus tard un État devrait remplir. Et donc on n'avait pas encore des consulats, mais on avait des bureaux qui s'occupaient de régler des tas de problèmes pratiques pour les gens habitant le pays d'Israël et qui circulaient à travers le monde, pour les gens qui voulaient émigrer, pour les gens qui voulaient mener des affaires commerciales, des affaires scientifiques, des affaires culturelles. Il fallait un bureau de liaison, vous voyez, pour les échanges humains entre la France et ce qu'on appelait Palestine. On disait la Palestine juive, d'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'on disait, hein, pour parler de la vie juive qui était en train de se développer en Palestine. Et le bureau de France-Palestine, c'était ça. Ce qui fait que Justin Godard, en tant qu'homme politique de haut niveau, il devait souvent faire des démarches auprès de ses collègues ministres ou ses collègues députés, sénateurs, en disant... Voilà, monsieur ou madame Attel a besoin d'un passeport, a besoin d'un permis pour ceci ou pour cela. Vous voyez, des tas de petits problèmes concrets. Hein. Et notamment, il a fallu créer une chaire de français à l'université hébraïque de Jérusalem. L'université hébraïque est née en 1925. Quand on a voulu créer une chaire de français, donc c'est un projet de France-Palestine. Vous voyez, voilà le genre de projet concret qu'il fallait accompagner de toutes sortes de démarches. Alors, celui qui faisait fonctionner quotidiennement France-Palestine, ça n'était plus Victor Jacobson parce qu'il est mort prématurément, mais c'était un poète français, ami d'Apollinaire, qui s'appelait Henri Hertz. Et c'est un personnage absolument adorable, que j'aime beaucoup, à la fois comme poète et puis comme militant juif. Henri Hertz a été, dans les années 30 et 40, salarié d'abord de France-Palestine et de plusieurs institutions juives, vous voyez, et il était en liaison quotidienne avec Justin Godard. En fait, ils avaient un rendez-vous hebdomadaire pour traiter, une après-midi par semaine, pour traiter les dossiers juifs, vous voyez. Et vous voyez, je ne pense pas qu'il y avait des responsables juifs qui ont investi autant de leur temps que Justin Godard, qui consacrait une après-midi par semaine dans les années 30 avec Henri Hertz à traiter ces affaires-là, vous voyez. Et donc, alors, ça fait partie des petits plaisirs de l'historien, mais quand on lit la correspondance de Henri Hertz avec Justin Godard, c'est écrit par un poète, donc il y a un style particulier, et il y a un humour, et il y a un charme de cette correspondance. Et alors,
Donc il est président du KKL, il va créer une chambre de commerce franco-palestinienne, comme on disait à l'époque, qui est devenue par la suite la chambre de commerce franco-israélienne. Il en est le président, évidemment. En 1900... Alors, donc ça va continuer. En 1931, il y a l'exposition coloniale de Paris, vous savez, qui a donné du côté de là où il y a maintenant le centre d'histoire de l'immigration, là, vous savez, Porte Dorée, voilà, donc c'est là que ça s'est tenu, avec des bâtiments importants, etc. Donc ils ont fait un pavillon de la Palestine. C'est Justin Godard qui a parrainé, vous voyez, ce pavillon de la Palestine, où les sionistes ont pu montrer ce qu'ils faisaient en Palestine. Et en 1937, il y a la grande exposition universelle au Palais de Chaillot, et il a encore pavillon de la Palestine, où on a pu montrer les réalisations agricoles, notamment des Juifs de Palestine, vous voyez, des sionistes en Palestine. Donc c'est lui qui est au cœur de tous ces projets concrets et constructifs. Alors, pour rester sur le domaine sioniste, parce qu'après, je vous ai dit, je vais aller dans le domaine juif, mais au-delà du sionisme. En 1948, au moment de la création de l'État d'Israël, il est nommé conseiller spécial du gouvernement israélien. C'est-à-dire qu'en fait, on lui demande de remplir des missions officieuses de contact au plus haut niveau. Et c'est pas banal, vous voyez, comme titre, conseiller spécial du gouvernement israélien. Et c'est ce qui va l'amener en 1951 à faire un voyage dans le pays où il va être reçu par Ben Gurion, vous voyez, il va être reçu par les plus hautes autorités israéliennes. Hein. Donc il est resté jusqu'au bout engagé en faveur du sionisme. Et j'en veux pour preuve qu'en 1952, c'est l'année où sont signés les accords où l'Allemagne de l'Ouest accepte d'indemniser les victimes juives, les victimes de la Shoah, à la fois des réparations individuelles et des réparations collectives. Et il y a eu une grande controverse à l'époque pour savoir s'il fallait accepter ou non cet arrangement avec l'Allemagne de l'Ouest. Vous aviez à la fois les communistes à l'extrême gauche et beaucoup de gens très à droite qui refusaient l'idée d'un arrangement avec l'Allemagne de l'Ouest. Vous voyez. Or, Justin Godard, après la guerre, je vous en dirai quelques mots tout à l'heure, s'est rapproché des communistes. Il était loin d'eux avant la Seconde Guerre mondiale, il s'est rapproché d'eux après la Seconde Guerre mondiale, mais à chaque fois qu'il a eu à choisir entre son rapprochement avec les communistes et sa fidélité aux idées sionistes, il a toujours donné la priorité à son lien avec les sionistes. C'est pour ça que, sur la question des réparations allemandes, il approuve le gouvernement israélien d'avoir conclu cet arrangement, alors que ce n'est pas les idées de ses amis communistes. Vous voyez. Et même chose en 1953, hiver 52-53, il y a la grande période de la persécution antisémite dans les pays de l'Est communistes, c'est-à-dire le procès Slansky de Prague et l'affaire des blouses blanches à Moscou, où là, il y a vraiment un virage communiste dans une direction antisémite, et là, il va clairement prendre position contre, vous voyez, donc il n'a pas peur de se démarquer d'eux, alors qu'il était plutôt proche d'eux, quand il y avait une contradiction avec ses liens avec le sionisme. Hein. Et très concrètement, j'ai vu que alors, l'association France-Palestine est devenue France-Israël, vous voyez, après 1948, et il est, lui, en tant que président, il est le président de France-Israël. Il envoie un courrier à tous ceux qui avaient donné leur nom pour parrainer France-Israël. Et parmi les gens qui parrainaient France-Israël, il y avait beaucoup de communistes. Ça fait partie de l'ironie de l'histoire, parce qu'en 1948, l'URSS a soutenu la naissance d'Israël. Et donc, dans la liste, il y avait pas mal de communistes. Alors, il leur écrit à eux, parce que c'est une manière élégante de vérifier s'ils approuvent ou pas ce que le Parti communiste est en train de dire, vous voyez, par rapport à Israël, qu'on accusait de complot de toutes sortes contre les régimes communistes. Eh bien, s'ils veulent être dans le comité d'honneur de France-Israël, il faut qu'ils se démarquent du Parti communiste, vous voyez. Bon, donc voilà, je ne vais pas développer plus la question du sionisme, mais vous avez compris que c'est un engagement donc, de longue durée, qui a duré une quarantaine d'années. Alors, et il y a plein d'anecdotes autour de cette action-là qu'on peut retrouver dans ma contribution là, à ce livre collectif. Alors, qu'est-ce qu'il a fait dans le domaine juif en dehors du sionisme? Je vous ai dit, en fait, il y a la question des œuvres sociales juives qui part au plus pressé. Vous voyez, le rôle des œuvres sociales juives, c'est de faire face à toutes les difficultés quotidiennes, matérielles, morales, des juifs en détresse, c'est-à-dire les juifs réfugiés, les juifs immigrés qui n'ont pas des conditions de vie décentes, eh bien, il faut les aider. Et c'est le rôle d'abord des œuvres sociales juives.
Ce qui fait qu'on va retrouver Justin Godard à la tête de quantité d'œuvres sociales juives, souvent comme président d'honneur. Vous voyez, c'est la formule consacrée. Il va être président de l'OSE quand l'OSE s'installe en France, parce que l'OSE, au départ, est né en 1912 en Russie. Et c'est devenu une œuvre internationale à partir de 1920, mais qui était basée à Berlin. Ils ont déménagé de Saint-Pétersbourg à Berlin, et c'est seulement en 1933 qu'ils arrivent à Paris, quand les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne. Hein. Donc quand l'OSE s'installe à Paris, ils ont besoin, là encore, de la caution de personnalités françaises, et évidemment, on va chercher Justin Godard pour être le président d'honneur de l'OSE, branche française. Et l'OSE, donc, aujourd'hui, ça veut dire œuvre de secours aux enfants, mais à l'origine, en russe, ça voulait dire œuvre pour la protection de la santé des populations juives. Et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'était comme ça qu'on comprenait le sigle, vous voyez, OSE. Hein. Donc il est déjà en première ligne des actions de l'OSE dans les années 30 pour aider les réfugiés juifs à se soigner correctement, vous voyez, en France. Hein. Et pendant la guerre, il va falloir aider, l'OSE va être très active pour aider notamment les enfants, mais pas seulement les enfants, pour s'occuper aussi des questions de santé des juifs en France. Et il est mêlé à tout ça. Et surtout, après la guerre, l'OSE a joué un rôle majeur, ça vous avez dû en entendre parler, pour les enfants orphelins qu'on a dû héberger dans des maisons d'enfants. Et donc là, Justin Godard, il préside les congrès de l'OSE, il est là pour faire des démarches auprès du ministère de la Santé. Je vous rappelle qu'il a été ministre de la Santé lui-même en 1924-25. Hein. Voilà, l'OSE, c'est un exemple. Mais autre exemple, c'est l'ORT. Vous voyez, l'ORT, c'est un grand réseau international d'enseignement professionnel juif. Et l'ORT, comme l'OSE, est né en Russie en 1880. Et eux aussi, ils sont devenus une œuvre internationale à partir de 1920, d'abord à Berlin, puis à Paris. Vous voyez, c'est le même schéma. Et d'ailleurs, il y avait des liens entre l'OSE et l'ORT dans les deux cas. C'était des œuvres qui n'étaient pas politisées, qui n'étaient pas idéologiques, qui voulaient simplement rendre service aux juifs de base, qui avaient besoin d'être soignés, ça c'était le rôle de l'OSE, et qui avaient besoin de trouver du boulot dans une économie moderne. Et ça, c'était le rôle de l'ORT, vous voyez, de les former professionnellement. Hein. Et donc souvent, d'ailleurs, ils faisaient des collectes ensemble, l'OSE et l'ORT. Ce qui fait que quand l'ORT s'installe en France et veut avoir des parrains français honorables, ils vont chercher Justin Godard comme président. Et sous l'occupation, par exemple, ils ont créé à Lyon, Lyon, c'est-à-dire la zone que connaît le mieux, vous voyez, Justin Godard, ils ont créé un truc qui s'appelle le Centre de reclassement professionnel, qui a joué un rôle très intéressant pour... Vous avez des juifs qui avaient perdu leur boulot parce qu'ils avaient été exclus, par exemple, de la fonction publique, ils avaient été exclus de plein de métiers, et ils ont dû se recycler en urgence en apprenant des métiers manuels, et c'était ce centre de reclassement professionnel qui les a aidés à ça, vous voyez. Et même chose après la guerre, quand l'ORT s'occupe des orphelins, quand l'ORT s'occupe des réfugiés qui sont très nombreux, vous voyez, les rescapés de la Shoah venus de pays comme la Pologne qui affluent en France, il y a une urgence de les aider à trouver des métiers, apprendre certaines techniques. Et donc, l'ORT met en place des cours. Et Justin Godard chapeaute tout ça. Il a été ministre du Travail, vous voyez, il a été ministre de la Santé, ministre du Travail. Donc, la santé, c'est bien pour l'OSE, et le travail, c'est bien pour l'ORT, vous voyez. Donc, voilà des exemples d'œuvres sociales dans lesquelles il est en première ligne, puisque de toute façon, il est très à l'aise dans tout ce qui est œuvres sociales, et même les œuvres sociales juives le sollicitent beaucoup. Alors, la liste n'est pas finie. En 1933, vous avez beaucoup de jeunes juifs allemands réfugiés en France qui envisagent d'émigrer en Palestine. Mais, d'ailleurs, ça fait le lien avec ce que j'ai raconté sur le sionisme avant. Pour émigrer en Palestine dans de bonnes conditions, il fallait être préparé pour le travail agricole. C'est-à-dire qu'on ne rentrait pas facilement en Palestine. Les Anglais filtraient les entrées. Donc, il y avait une priorité donnée aux jeunes gens costauds et préparés pour le travail agricole, vous voyez, pour faire du boulot effectif de construction du pays. Et donc, on avait mis en place en France des fermes-écoles, hein, on appelle ça en hébreu des archarot, des fermes-écoles dans lesquelles ils vivaient un peu comme dans un kibbutz, vous voyez. Et une des structures qui coordonne ces fermes-écoles a comme président Justin Godard. Ça s'appelle Agriculture et Artisanat, cette structure qui, son nom, comme son nom l'indique, donc prépare les gens aux métiers manuels, aussi bien agricoles que artisanaux. Et puis... alors pour rester, je vais essayer donc d'accélérer un petit peu pour ne pas, à la fois ne pas oublier des choses importantes. Oui.
Alors vous avez un comité de défense des droits des Israélites en Europe centrale et orientale qui fait un gros travail de lobbying auprès du gouvernement français pour en fait tout simplement permettre à des réfugiés juifs d'entrer. Il y a cette grande question du flux migratoire. Vous voyez, vous avez des juifs allemands, autrichiens, tchécoslovaques et des juifs polonais qui doivent quitter leur pays en catastrophe, et il y a de moins en moins de pays qui veulent les accueillir. Donc il fallait faire du lobbying auprès du gouvernement français pour faciliter les entrées sur le territoire. Éventuellement même pour sortir à la fin des années 30, quand on a commencé à interner les immigrés juifs illégaux dans des camps d'internement, essayer de les sortir de ces camps d'internement, vous voyez, essayer de protéger un petit peu cette population. Donc ce comité est très actif, et Justin Godard en est le président. Voilà, c'est une des nombreuses entre guillemets casquettes, vous voyez. Donc là, on ne parle pas de formation professionnelle, on ne parle pas de soins de santé, mais on parle de démarches tout simplement de régularisation pour des réfugiés, pour des immigrants. Hein. Et alors, je vais avancer en disant, en entrant dans la période de la guerre, parce que et là, on va mieux comprendre pourquoi la médaille des justes était justifiée, c'est-à-dire pourquoi il a aidé des milliers de gens à la survie de milliers de personnes avec cette histoire de trésor de guerre dont je vous ai parlé. Parce que, rappelez-vous qu'il est président du KKL en France. Or, dès 1940, vous voyez, il y avait une urgence en France qui était d'assister les juifs internés dans des camps d'internement français. C'était la catégorie la plus mal lotie. On n'en était pas encore au stade des rafles, des arrestations et des déportations. Ça, c'est 1942. Mais les 2 premières années, il y avait déjà un problème de conditions misérables de subsistance dans les camps d'internement français. Donc il fallait de l'argent. Il fallait de l'argent pour aider ces gens. Et d'un autre côté, les juifs français qui avaient l'habitude de faire des dons pour les œuvres sociales juives, ils étaient en grande difficulté eux-mêmes. Beaucoup avaient perdu leur boulot, beaucoup avaient été spoliés. Donc qu'est-ce que vous faites quand vous avez de plus en plus besoin d'argent pour aider les gens en difficulté et que vous recevez de moins en moins de dons de ceux qui ont l'habitude de vous donner? Alors la réponse est venue des États-Unis. Ce sont les juifs américains qui ont accepté d'envoyer un maximum d'argent en Europe pour aider les juifs en difficulté dans toute l'Europe. Et c'est ce qu'on appelle le Joint. Vous voyez, le Joint, c'est une grande association caritative juive américaine qui date de 1914, mais qui a été très active en France et dans d'autres pays. Et alors le Joint a fait un accord avec le KKL et avec aussi l'autre fonds sioniste, parce que, comme toujours chez les Juifs, c'est un peu compliqué. Il y avait 2 organismes sionistes qui collectaient de l'argent, le KKL et le Keren Hayesod. Hein, je ne rentre pas dans les détails. L'idée, la proposition du Joint était l'argent que vous avez collecté en France pour la Palestine, c'est-à-dire pour financer des projets en Palestine, nous vous proposons de le laisser en France au profit des œuvres sociales juives en France qui ont des besoins urgents. Et nous nous engageons à transférer directement en Palestine, depuis les États-Unis, l'équivalent de ce que vous aurez donné aux œuvres sociales. Vous voyez, ça a permis d'avoir, dans un premier temps, de l'argent disponible, l'argent des collectes pour la Palestine. Et dans un deuxième temps, ce qui s'est passé, c'est que les responsables de ces 2 organismes de collecte, le KKL et le Keren Hayesod, les responsables étaient des gens habitués. Leur métier, c'était de collecter de l'argent. À la fois, ils avaient beaucoup de relations, ils connaissaient plein de gens, il y avait des militants endurcis qui avaient l'habitude d'aller solliciter les autres pour donner de l'argent. Donc on a mis le réseau des collectionnistes au service des œuvres sociales qui ne s'occupaient plus de la Palestine, qui s'occupaient d'aider les gens sur place. Mais il était entendu que ceux qui allaient donner de l'argent à ces responsables sionistes, ce serait utilisé pour aider les gens sur place en France, vous voyez, mais on allait leur remettre un reçu. Et le Joint s'engageait après la guerre à les rembourser de tout ce qu'ils avaient donné. Donc oui, c'est un peu compliqué comme ça, mais ça veut dire que tous les gens qui ont présenté des reçus du Joint, vous voyez, à la fin de la guerre, ont pu recevoir dans des conditions tout à fait satisfaisantes l'équivalent de ce qu'ils avaient donné pour la survie des autres juifs, vous voyez. Et c'est comme ça qu'on a atteint un chiffre important. Je crois que c'est 12 millions de francs de l'époque. Le chiffre exact se trouve dans le bouquin là où j'ai contribué. Et c'est cet argent-là qui a été caché dans le jardin de Justin Godard quand on ne pouvait plus le laisser sur un compte en banque. Vous voyez, en fait, dans la période légale, dans un premier temps, en fait, il a fallu aller négocier avec Xavier Vallat. Xavier Vallat, commissaire aux questions juives, hein, de Vichy, qui était le préposé à la persécution. Mais Xavier Vallat était un antisémite modéré. Parce qu'après, il y a eu
Darquier de Pellepoix, qui lui était un antisémite fanatique. Donc dans un premier temps, Xavier Vallat et voulait persécuter les Juifs modérément, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il a accepté que cet arrangement avec le Joint américain et avec les fonds sionistes, dans la mesure où le gouvernement de Vichy prélevait 30% des sommes collectées. Donc légalement, il pouvait avoir un compte en banque, mais Vichy récupérait 30% et Xavier Vallat était d'accord pour cet arrangement. Et donc, il a fallu. Donc c'est Justin Godard qui s'est cassé la tête. Il a utilisé ses relations avec un ancien ministre des Finances du même parti politique que lui, c'est-à-dire le parti radical, qui s'appelait Lucien Lamoureux, et qui, lui, était plutôt du côté de Vichy et de Pétain. Mais ils étaient amis, vous voyez, personnellement, et donc Lucien Lamoureux est intervenu auprès des autorités de Vichy, et ça a permis à cet arrangement légal de fonctionner jusqu'au moment où on est sorti de la légalité pour entrer dans l'illégalité. Oui. Donc ça, c'est... Alors, ça explique la médaille des Justes. Et puis, il faut ajouter une chose, c'est que alors, sous l'occupation, Justin Godard a été mêlé à la création de ce qui est maintenant le mémorial de la Shoah. Vous savez peut-être que le mémorial de la Shoah a été créé par un organisme qui s'appelait le CDJC, le Centre de documentation juive contemporaine, qui est né clandestinement à Grenoble en 1943. Et Grenoble, c'est pas loin de Lyon. C'est-à-dire que l'équipe fondatrice du CDJC était très liée avec Justin Godard. Il a été au courant dès le début du projet de créer cet organisme clandestin qui devait documenter les événements vus du point de vue des Juifs, vous voyez. Et ce qui veut dire que dès la Libération, quand le CDJC clandestin est allé se déclarer à la préfecture de police pour devenir légal à Paris, ils ont choisi comme président d'honneur Justin Godard, évidemment. Enfin, d'ailleurs, là, je crois que c'est même pas président d'honneur, c'est président tout court. Et il a déployé une énergie incroyable au service du CDJC jusqu'à sa mort, puisqu'il est mort le 1er décembre 1956. Et les dernières réunions auxquelles il a participé dans les derniers jours de sa vie, c'était des réunions du CDJC, des réunions de travail. Parce qu'en fait, c'est lui qui a présidé la pose de la première pierre de l'actuel mémorial, vous voyez, en 1953. Et c'est lui qui a présidé en 1956, quelques semaines avant sa mort, l'inauguration du mémorial, qui s'appelait à l'époque Mémorial du martyr juif inconnu. Et ça s'est passé en même temps, d'ailleurs, que la guerre de Suez entre Israël et l'Égypte. Hein. Et donc, lui, il fait son discours. On a aujourd'hui le film de son discours quelques semaines avant sa mort. Oui. Et il se trouve, alors, puisque je vous parle donc de... Alors, là encore, pour construire le mémorial, il a fallu de l'argent, et il a fallu dépenser une énergie incroyable pour obtenir les financements. Et il n'a pas fait ça tout seul, mais il a participé à des démarches interminables pour obtenir les financements. C'est ce qu'on appelait le mémorial du martyr juif inconnu. Et puis, il y a un épisode très intéressant qui se situe en 1945, quand la guerre se termine. C'est Justin Godard qui, en avril 1945, a fait voter un texte. C'était ce qu'on appelle l'Assemblée consultative provisoire, puisqu'il n'y avait pas encore eu des élections législatives, mais il y avait une assemblée provisoire qui a voté un texte. Alors, je ne sais pas exactement si on doit appeler ça une loi ou un décret, hein, il faudrait voir juridiquement parlant, mais un texte qui donnait raison aux Juifs qui voulaient récupérer leurs biens spoliés. Parce que vous en avez peut-être entendu parler, énormément de Juifs qu'on avait spoliés, s'ils ont eu la chance de revenir vivants à la Libération, ont trouvé dans leur appartement des gens qui s'étaient installés et qui ne voulaient pas partir. Ou alors, ils ont trouvé dans leur boutique des gens installés qui ne voulaient pas partir. Et ça a fait des drames. Il y a eu des manifestations antisémites qu'on appelait les locataires de bonne foi, qui disaient « Mais nous, on est de bonne foi, on est là, on ne veut pas rendre dans cet appartement, on ne veut pas rendre ce... » Et donc, il a fallu qu'un texte de loi soit voté à l'initiative de Justin Godard pour dire que, juridiquement parlant, les Juifs étaient légitimes à vouloir récupérer leur logement ou leur boutique. Et ensuite, alors, il a fallu trouver une procédure pour organiser la restitution. Et finalement, ce qu'on a trouvé, c'est un petit peu ironique, c'est que ce sont les mêmes fonctionnaires qui avaient été chargés de la spoliation qui ont été chargés de la restitution. C'est-à-dire que dans les mêmes locaux, où il y avait eu le commissariat général aux questions juives qui était chargé de la spoliation, il y avait les dossiers qui étaient là, et dans le même dossier, on trouve le début, on organise la spoliation, et ensuite, le même fonctionnaire organise la restitution. On a simplement changé le patron, c'est-à-dire qu'on a mis à la tête un résistant très favorable aux Juifs, qui s'appelait le professeur Émile Terwan, qui était un copain de Justin Godard, un Lyonnais, vous voyez, encore un Lyonnais du même milieu que Justin Godard. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que quand on hésitait sur la procédure de la restitution,
la proposition a été faite à l'époque que l'ensemble des biens spoliés aux Juifs de France soient restitués à M. Justin Godard. Parce qu'on voulait une autorité morale absolument impeccable, en qui on pouvait avoir totalement confiance pour qu'il n'y ait pas de bavure ou pas de... Vous voyez, quand on parle de choses matérielles, de l'argent, etc., on se disait, si c'est lui qui doit gérer ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de mauvaise interprétation. Finalement, c'est le professeur Émile Terrouane qu'on a mis à la tête du service, vous voyez, de service des restitutions. Donc voilà, ça c'est pour terminer brièvement sur les questions d'œuvres sociales juives, vous voyez, où il est impliqué très, très fortement. Et il y a, pour faire la transition avec la partie qui ne concerne pas les Juifs spécialement, Justin Godard a été le président à la Libération du CADI, qui était le comité de défense des immigrés. C'est-à-dire en fait une structure qui défendait les droits des immigrés à vivre en France dans des conditions décentes, qui aidait à la régularisation de leurs papiers, qui aidait à ce qu'ils trouvent du boulot, etc. Et à un moment donné, alors c'est là que le CADI au départ était un organisme, une organisation très pluraliste, puis très rapidement c'est devenu une organisation contrôlée par les communistes, donc ça a été dissous au début de la guerre froide, quand il y avait beaucoup de grandes tensions, et ça a été reconstitué sous un autre nom, c'est souvent comme ça que ça se passe, donc le Comité français de défense des immigrés, et c'était toujours Justin Godard qui était le président de cet organisme, vous voyez, qui défendait les immigrés, avec d'ailleurs comme coéquipier Raymond Sarraute, qui était le mari de Nathalie Sarraute, la romancière, hein, un avocat, qui était juif par sa mère, je pense, comme Nathalie Sarraute, et qui était donc... Donc on retrouve Godard, vous voyez, jusqu'au bout, à aider les immigrés en général, notamment les immigrés juifs, mais pas seulement. Alors je vais maintenant rentrer donc dans une présentation plus générale, vous voyez, du personnage. Je vais essayer d'aller vite pour qu'on dépasse pas trop l'horaire, mais il a suivi je ne sais plus quel est le mot, il y a une formule en latin pour dire ça, honorum, vous savez, cursus honorum, c'est peut-être comme ça qu'on dit. Cursus honorum, hein, c'est ça, de républicain le plus classique, c'est-à-dire qu'il a été adjoint au maire de Lyon, puisqu'il était lyonnais, adjoint au maire de Lyon dans l'équipe de Édouard Herriot. Vous savez, Édouard Herriot, pendant 50 ans, était le maire un peu légendaire de Lyon, et c'était un personnage incontournable de la Troisième République, membre du Parti radical, enfin dirigeant du Parti radical, et les radicaux étaient dans tous les gouvernements. Que ce soit la gauche ou la droite qui gagne les élections, comme eux, ils étaient au centre, ils étaient toujours dans le gouvernement, au centre-gauche ou au centre-droit, vous voyez, et au sein du Parti radical, il y avait une aile gauche et une aile droite, mais enfin, donc Justin Godard était dans l'aile gauche du Parti radical, et en principe, il était très lié avec Édouard Herriot, sauf qu'en 1945, Herriot l'a retiré de la liste aux élections municipales, pour une raison très simple, c'est que Édouard Herriot n'a rien fait pendant l'occupation allemande. À aucun moment il a fait de la résistance, il a été très timoré, alors qu'au même moment, Godard était un héros de la résistance. Vous voyez, Justin Godard a été très impliqué dans 2 organisations de résistance, et c'est typique de lui. À la fois, il était président du Front National pour la zone sud, rien à voir avec Jean-Marie Le Pen, vous savez ce qu'on appelait le Front National, c'était la grande organisation de résistance liée aux communistes, mais qui recrutait dans tous les milieux. Il y avait des catholiques, il y avait des protestants. Donc, lui est le président du Front National Zone Sud. Et en même temps, il est président d'une organisation de résistance de droite. Enfin, pas président, mais il est membre d'une organisation de résistance de droite qui s'appelait l'OERA, Organisation de résistance de l'armée. Vous voyez, des officiers très classiques, très catholiques, conservateurs. Donc, il est dans les deux. Et c'est typique de lui. Il travaillait avec des gens de tous les milieux pour atteindre des buts qu'il estimait nobles. Donc, résistance. Alors, c'est pour ça qu'il s'est occupé du journal clandestin, le Patriote. Et donc, à la libération de la ville de Lyon, c'est lui qui est le maire provisoire de Lyon. Vous voyez, il est maire provisoire de Lyon. On a même un petit film où on le voit accueillir le général de Gaulle quand il vient à Lyon peu après la libération. Et donc, vous voyez, quand Édouard Herriot arrive à la fin de la guerre, en printemps 45, les Allemands l'avaient envoyé en URSS. Mais enfin, il a vécu tranquillement, hein. Et qui revient, c'est très encombrant pour lui d'avoir le maire provisoire, qui est un héros de la résistance, alors que lui n'a rien fait. Il s'est arrangé pour l'éliminer de la municipalité. Et Godard n'était pas content du tout, ce qui fait qu'il a quitté le Parti radical. Et alors, en 1945, il a déjà 74 ans, et on peut dire qu'il n'a plus de carrière politique. Il n'est pas non plus réélu au Conseil général du Rhône. Il n'est pas non plus parlementaire, vous voyez. Donc, en tant qu'homme politique français, il n'est plus vraiment un homme politique. Il est un ancien ministre,
mais il n'est plus dans la carrière politique. Par contre, je vous ai dit qu'il a suivi le cursus honorum, c'est-à-dire que d'abord adjoint au maire d'une grande ville, la 2e ou 3e ville de France, mais député puis sénateur. Vous voyez, donc c'est c'est classique, on monte des échelons comme ça. Et en 1939, il est même candidat à la présidence de la République. Et il n'a pas été élu parce que, vous savez sans doute que le président s'appelait Albert Lebrun. Et quand la France a vécu donc, la défaite en 1940, elle avait comme président de la République un monsieur très gentil, mais qui était complètement insignifiant, qui n'a joué aucun rôle historique dans aucun événement. Et alors que Justin Godard, justement, quand il a été candidat à la présidence de la République, il incarnait la ligne anti-munichoise, vous savez, la ligne qui voulait résister aux Allemands, qui voulait être combative, mais il ne pouvait pas avoir la majorité. Hein. En tout cas, par principe, il a voulu être candidat pour montrer que Lebrun était un peu trop insignifiant, qu'il fallait qu'un candidat porte la parole donc de anti-Munich et anti-nazi, en fait. Hein. Soit dit en passant, en 1936, quand il y a eu les Jeux Olympiques à Berlin, c'est aussi Justin Godard qui préside un comité pour le boycott des Jeux Olympiques de Berlin. Un boycott qui n'a pas été pratiqué, mais enfin, c'est symbolique de faire une campagne pour protester contre l'organisation des JO à Berlin. Alors en fait, ce qu'il faut retenir sur le plan parlementaire, c'est qu'il fait partie des 80. Et ça, c'est très important. Les 80, c'est les 80 parlementaires qui ont osé voter contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10 juillet 1940, hein, à la fois des députés et des sénateurs. Et malheureusement, la Chambre des députés élue en 1936 avec une majorité de Front populaire, c'est la même Chambre des députés qui a donné les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. C'est-à-dire que la majorité des députés socialistes et radicaux ont voté pour les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Seule une minorité a voté contre, avec par exemple Léon Blum, vous voyez, mais malheureusement, ils étaient minoritaires dans leur propre parti. Et donc Godard fait partie de ces gens qui ont eu ce courage-là le 10 juillet 1940. Hein. Récemment, je ne sais pas si vous avez vu ça dans les journaux, on parlait d'un nommé Charles de Courson, qui est un député centriste actuellement, et son grand-père, si je ne me trompe pas, était un député de droite qui était pratiquement, je crois, le seul député de droite qui a voté contre les pleins pouvoirs à Pétain. Lionel de Moustier, c'était même un marquis, je crois, un aristocrate. Et voilà, c'est des gens qui avaient une certaine envergure, vous voyez. Donc Justin Godard en fait partie. Ce qui veut dire qu'en fait, ça veut dire que la surveillance policière sous l'occupation, elle était là tout de suite, vous voyez. C'était les premières personnes qu'on allait regarder de près, observer, aussi bien la police de Vichy que la police allemande. Et on a des documents étonnants. Je n'ai pas voulu vous apporter une documentation abondante, mais on a un document de la Gestapo est allée fouiller son appartement à Paris. Heureusement qu'il était réfugié en zone sud, à Pommiers, vous voyez, dans le Beaujolais. Mais quand les Allemands sont rentrés dans Paris, il était sur la liste des appartements qu'ils ont visités. Et on a des documents de la Gestapo qui le recherchent, vous voyez, qui s'intéressent à lui de très près. Et heureusement, il se trouve qu'il avait un visage qui ressemblait un peu à celui du maréchal Pétain. Vous voyez, et curieusement, ça a dû faciliter un petit peu le fait d'échapper à certains moments à des contacts avec la police. En tout cas, donc ça, voilà, brièvement résumé, ce côté homme politique de haut niveau, sous-secrétaire d'État à la santé militaire entre 1915 et 1918, puis ministre de la santé en 1924-25, c'est le gouvernement Herriot du cartel des gauches, vous voyez, c'est-à-dire le centre-gauche. Et ensuite, 1932, un nouveau gouvernement Herriot, il est ministre du Travail. Et alors là, je vais simplement... je vais énumérer dans un instant tout ce qu'on peut raconter sur son action dans des domaines divers. Quand le Front populaire arrive au pouvoir en 1936, lui, il est radical, il n'est pas socialiste. Et il y avait 3 candidats pour occuper la fonction de haut-commissaire de la France au Levant, c'est-à-dire en Syrie et au Liban, hein, puisqu'on savait qu'il s'intéressait de près à la Palestine. Et lui, il était candidat radical. Il y avait un candidat socialiste qui était Jean Longuet, le petit-fils de Karl Marx, qui lui aussi s'intéressait beaucoup au Proche-Orient, et un autre, Pierre Viennot, qui était entre les socialistes et les radicaux. Et aucun des 3, finalement, n'a été pris. On a nommé des diplomates, mais pas des hommes politiques. Par contre, Justin Godard a été envoyé en mission en Indochine et en Inde. Il a fait une mission de 6 mois en Asie pour s'occuper de la législation sociale dans les colonies françaises d'Indochine et de l'Inde.
Et l'idée étant, vous voyez, que les colonisés aussi avaient droit à avoir des lois sociales, qu'il y avait évidemment des conditions d'exploitation, vous voyez, des ouvriers qui étaient très inférieures aux conditions de la métropole. Donc l'idée était de remonter un peu le niveau. Et il est resté donc jusqu'à la fin de sa vie très lié avec le Vietnam. Et là encore, quand le Vietnam a évolué, enfin quand il y a eu l'époque d'Ho Chi Minh et le rôle de Ho Chi Minh pour l'indépendance du Vietnam, c'est la période où il s'est rapproché des communistes après la guerre. Donc il a été lié avec le milieu Ho Chi Minh à la fin de sa vie. Pardon. Donc j'énumère simplement des projets intéressants. En tant que ministre du Travail, il est un des fondateurs du BIT. Vous savez, les BIT, ou l'Organisation internationale du travail. Ça se négocie à la fin de la Première Guerre mondiale. Hein, et pendant toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, il va aller régulièrement à Washington, à des réunions, à Washington ou à Genève, à des réunions du BIT, de l'OIT, du BIT, vous voyez, représentant la France, puisque c'est une organisation intéressante où il y a à la fois des représentants patronaux et des représentants ouvriers et des représentants gouvernementaux, avec l'idée de promouvoir des lois sociales le plus avancées possible sur le plan international. Donc il est au BIT, dont il est un des fondateurs. Deuxièmement, je vous ai dit qu'il était le fondateur du Conseil économique et social. Hein. Au début, ça s'appelait le Conseil national économique. Et en fait, ça va bien avec sa philosophie, parce que quand il y a eu la remise de la médaille des Justes, et j'avais fait un petit discours où j'avais dit que Justin Godard était un 48ard. Et un 48ard, c'est pas un 68ard. C'était un adepte des socialistes de 1848, vous voyez, qui étaient des socialistes non marxistes, des socialistes d'avant le marxisme, des socialistes constructifs, qui voulaient améliorer les conditions ouvrières, vous voyez, la condition ouvrière, avec une certaine générosité, l'équité, la justice. Et donc, pour arriver à ce but noble, il était prêt à collaborer avec tout le monde. Et c'est pour ça que quand il s'est occupé des blessés pendant la Première Guerre mondiale, il avait dit « Mon parti, c'est le parti des blessés ». Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y avait moyen de travailler avec des gens de toute tendance pour aider les blessés ou aider les malades, très bien. Et c'est pour ça que on va le retrouver alors à la fondation de l'hôpital Foch, à la fondation de la Ligue nationale contre le cancer, vous voyez. Il va être à la fondation des organismes qui ont précédé le planning familial, des organismes qui s'occupaient de sexologie dans les années 30, qui préfigurent un peu le planning familial, vous voyez. Il a été membre de l'Académie de médecine, vous voyez, alors qu'il n'était pas médecin, ni prof de médecine. Alors, exemple de son travail avec des gens qui apparemment étaient d'un tout autre milieu que lui, il travaille avec l'Ordre de Malte. Il était président des œuvres sociales de l'Ordre de Malte. Vous voyez. Et l'Ordre de Malte sont des gens très croyants, très catholiques et très conservateurs. Et il n'a aucun problème à travailler avec eux. Vous voyez. Et s'ils le choisissent comme président, c'est qu'il y a une relation de confiance, quoi. Alors, il y a un des aspects un petit peu amusants, c'est qu'il s'intéresse beaucoup au folklore lyonnais. C'est-à-dire qu'il s'intéresse beaucoup aux guignols et il s'intéresse beaucoup aux bouchons, vous savez, les traditions, les banquets. Parce qu'il y a des confréries du bouchon, il y a des confréries lyonnaises où on fait des bons repas et puis je pense qu'on doit arroser ça, on fait des discours, etc. Donc, entre le guignol et le bouchon, il avait une très belle collection d'objets de folklore lyonnais qui sont maintenant dans un musée dont il est d'ailleurs le fondateur. Ils ont fondé un musée à Lyon avec tout ce genre de choses qui sont des traditions locales, vous voyez, folkloriques. Hein. Et en fait, c'est ça que j'appelle un 48ard, vous voyez. C'est lui qui a présidé la commémoration en 1948 des 100 ans de la Révolution de 1848. Il a fait des travaux d'histoire sur ce sujet et il a défendu ce genre de mentalité, ce genre d'idées, vous voyez. Donc il n'était pas au Parti socialiste ni au Parti communiste, il était au Parti radical qui était... on pouvait facilement défendre ce genre d'idées. Hein. C'est l'aile gauche du Parti radical, si vous voulez. Et donc je vous ai dit qu'à la fin de sa vie, après s'être fâché avec Herriot, il se rapproche des communistes, sans jamais adhérer au Parti communiste. Simplement, il est compagnon de route, comme on disait à l'époque. Mais quand il a à choisir entre les communistes et son amitié avec le sionisme et Israël, il choisit, vous avez compris l'idée, le côté sioniste et israélien. Hein. Alors je pense que je vais conclure. Je regarde mon papier. J'ai vu que quand on a posé les bases de ce qui est devenu l'amitié judéo-chrétienne sur le plan international, vous savez, vous avez entendu parler, je pense, de la conférence de Seelisberg
hein, en 1947, rendre une première grande réunion de dialogue sur la question de l'antisémitisme, catholique, protestant et juif. Il est parmi les invités. Il n'y est pas allé, mais lui qui n'était ni catholique, ni protestant, ni juif, on l'a invité, on lui a proposé d'être un des parents, parce qu'on voyait bien qu'il avait un rôle à jouer dans ce domaine, vous voyez, sans être strictement confessionnel, quoi. Hein. Et puis, je regarde, j'ai un petit scoop. Ce que j'ai oublié de citer, c'est après la guerre, il est président de l'Entraide française. L'Entraide française a pris la place du Secours national, qui était à l'époque de Vichy, à l'époque du maréchal Pétain, vous savez, une espèce de Croix-Rouge officielle. Hein. Le Secours national au temps de Vichy était un organisme public d'assistance aux pauvres. Donc ça devient l'Entraide française après la libération. C'est lui qui est le président, forcément. Vous voyez, il est considéré comme un expert en œuvre sociale. Et j'ai repéré l'Entraide française qui aide les passagers de l'Exodus. Vous savez, quand l'Exodus est pendant des semaines, à l'été 47, ils attendent que les Anglais décident ce qu'ils vont faire avec eux. Il faut bien nourrir les gens, il faut bien s'occuper d'eux sur leur bateau. Et c'est l'Entraide française, en coopération avec le Joint, vous voyez, juif américain, qui s'occupe de les aider avec la bienveillance de Godard. Hein, voilà. Alors, je pense que je vais m'arrêter là, parce que, vous voyez, j'ai peut-être oublié quelques détails, mais enfin, c'est l'essentiel du personnage que je voulais vous faire. Ah oui. Alors, disons qu'il y a une rue qui porte son nom à Lyon, mais il faut vraiment la chercher avec une loupe pour la trouver. C'est une petite rue dans les collines, à l'écart du centre-ville. Il y a une salle qui porte son nom dans la mairie de Lyon. D'ailleurs, on avait fait une séance en son honneur après la remise de la médaille des Justes. Hein, et maintenant, il y a une petite place qui porte son nom sur le quai Voltaire, là où il habitait à Paris. Mais c'est une toute petite place, comme on fait maintenant. En cherchant bien, on repère l'inscription qui porte son nom. Et il y a ce bouquin. Et il se trouve que dans la première édition du livre, il y a eu pas mal d'erreurs techniques. Par exemple, toutes les notes de bas de page de mon texte ont été oubliées. Et dans la deuxième édition, ça a été corrigé, tout ça. Mais elle est introuvable, la deuxième édition de ce livre qui rend hommage à Justin Godard. Voilà. Et il y a 2 livres édités par le neveu. Je vous ai dit que le neveu se donnait beaucoup de mal pour faire connaître son oncle. Donc il a publié un livre sur le côté folklore lyonnais de Justin Godard et un livre où il publie son rapport de mission en Indochine et en Inde. Voilà, plusieurs mois de la vie de Justin Godard, où il n'a pas pu s'occuper de la Palestine. Donc il avait trouvé un collègue radical qui avait les mêmes idées que lui, Henri Guernu, qui s'est occupé de la continuité de France-Palestine pendant cette période. Voilà, je vous remercie.